In extremis, prévoir, anticiper, s'adapter au monde de demain, à l'occasion de l'exposition Désert, qui est proposée au Muséum d'Histoire Naturelle jusqu'au 30 novembre 2025, eh bien, nous croisons ce soir différentes disciplines pour nous projeter dans le futur de l'humanité, explorer d'autres modes de vie et puis questionner aussi nos capacités à nous adapter à des milieux et des conditions de vie de plus en plus extrêmes. De l'actualité scientifique au design contemporain, avec nous, 3 invités. Magali Reguedzazit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste des risques naturels, des questions de résilience et d'adaptation, de vulnérabilité urbaine, des stratégies aussi de gestion et de prévention. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis en train de travailler un nouveau livre pour essayer de nous projeter en 2050 avec l'idée qu'on aura réussi la décarbonation. Et donc, à quoi va ressembler notre monde ? Parce qu'après tout, on peut quand même la réussir, celle-là. Donc, bien sûr, on l'espère en tout cas. Ça sera normalement lisible pour les petits aussi. Voilà, un j'aimerais livre bien familial. Que tout le monde puisse le lire. Donc, on voit bien que des plus jeunes sont présents aussi dans l'auditorium du Muséum. Un livre qui sera édité au Seuil. Seuil. 2026, normalement, en janvier 2026. Bon. À vos côtés, Jean-Paul van der Linden, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en économie écologique et études de l'environnement, directeur du laboratoire CEARC, on dit comme ça, Université de Versailles-Saint-Quentin. Allez, vous avez autre chose probablement à nous dire. Oui, alors effectivement, dans mon laboratoire, on travaille sur ces questions, comme on dit, toutes petites communautés humaines. Alors ça fait contraste, des communautés de 200, 300 personnes font face à des bouleversements environnementaux et ça dans toutes sortes de terrains différents. Donc j'espère partager ça avec vous ce soir. Avec grand plaisir. Et en visio, Caroline Pultz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éco-designeuse, on peut dire aussi exploratrice de low-tech. En tout cas, vous êtes architecte d'intérieur liégeoise. Vous explorez effectivement les innovations low-tech et les biosphères à travers le monde. Vous pouvez rajouter quelque chose ? Bien ça. Oui. En fait, je suis surtout architecte d'intérieur et je suis passionnée par l'habitat qu'on a toutes et tous en commun, c'est-à-dire la planète Terre. Parce qu'en fait, c'est une biosphère géante qui fonctionne depuis des milliards d'années en synergie grâce à des écosystèmes. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de cette planète avec Corentin de Châtel-Perron. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas créer des habitats inspirés de la planète qui fonctionnent aussi en synergie, en circuit court, avec lesquels on peut recycler nos déchets, filtrer nos eaux grises, produire de l'énergie, mais aussi de la nourriture. Et tout ça en circuit court. Et vous avez le sourire, donc ça veut dire qu'il y a probablement de belles initiatives dont vous allez nous parler. Alors, les milieux extrêmes sont au cœur de nouvelles préoccupations dans un contexte de réchauffement climatique. Magali Reguedzazit, on peut peut-être faire un rappel de notre situation actuelle avant de nous projeter, avec bien sûr en tête les limites planétaires. Alors aujourd'hui, vous le savez peut-être, chaque année maintenant, les équipes du GIEC, les équipes d'experts du GIEC remettent sur le métier l'évaluation de où on en est. Donc cette année, on est en train de calculer le réchauffement par rapport à la période 1850-1900, donc cette fameuse période pré-industrielle. Et donc sur la dernière décennie, au moment de la publication du rapport du GIEC, on était à 1,1 degré. Et là, on est déjà à 1,36 degrés. Ça paraît pas grand-chose, mais ça veut dire que probablement nous allons passer ce fameux seuil des 1,5 degrés au niveau de la planète début des années 2030, et que si nous continuons comme ça, le seuil des 2 degrés sera franchi vers 2050. 2050, c'est aussi la date vers laquelle nous devrions atteindre la neutralité carbone mondiale. On arrête de mettre des molécules de CO2 humaines dans l'atmosphère, et si on y arrive, ça veut dire qu'on maintient les températures de la planète en 2100 en dessous des 2 degrés, autour d'1,8. Malheureusement, les émissions aujourd'hui, telles qu'elles se font au niveau de la planète, elles nous amènent plutôt à 3,2 degrés à la fin du 21e siècle. Et ça, pour la France, ça veut dire que nous serions à 4 degrés. C'est pour ça qu'on parle d'une adaptation à 4 degrés. Mais ça veut dire surtout qu'aujourd'hui en France, on est déjà à 2 degrés. Parce que les continents, ils se réchauffent plus vite que les océans. Ça nous amène à des températures autour de 2,7, 2,8 degrés par rapport à 1900.
autour des années 2050. 2050, c'est vraiment demain. Hein. Imaginez-vous en 2050. Et donc, plus 2,7 degrés, on n'imagine pas, mais c'est par exemple des étés qui seraient 4 à 5 degrés plus chauds qu'au début du XXe siècle. Pour faire simple, l'été 2022, vous en souvenez tous, c'est un été normal. En 2050, c'est un été froid. En 2100, pour la France. Voilà, ça vous donne une idée en fait de ces températures. Et derrière, bien, le corollaire, hein, vous avez déjà près de 3,5 milliards de personnes dans le monde qui sont victimes des changements climatiques. D'ores et déjà. D'ores et déjà. On a à peu près 30 000 morts imputables en Europe au changement climatique chaque année. Et puis derrière, ce sont des mutations très rapides, érosion de la biodiversité, accélération du cycle de l'eau, augmentation d'un certain nombre d'extrêmes qui deviennent plus précoces, plus longs, plus intenses. Et puis derrière, ce sont des effets en chaîne sur les économies, ce sont des effets en chaîne sur la santé. Vous avez peut-être vu par exemple qu'en France, le moustique tigre aujourd'hui s'est répandu sur le territoire. Donc ce sont des impacts partout sur la planète. Et évidemment, il y a des zones qui souffrent plus. Elles souffrent plus d'abord du point de vue physique. Les pôles, par exemple, se réchauffent plus vite, les montagnes se réchauffent plus vite, les zones intertropicales se réchauffent plus vite. Mais aussi parce que derrière ces effets physiques, eh bien, vous avez des effets sociaux. Une catastrophe, hein, c'est la conjugaison du social et de l'exposition, de la fragilité. Et donc évidemment, vous avez une disproportion en fait des effets. Tout le monde est exposé, mais malheureusement, plus vous cumulez les inégalités, plus vous êtes dans des zones où on n'est pas accompagné, où on n'est pas en démocratie, où il y a des inégalités hommes-femmes, et bien plus vous êtes victime. Et donc vous avez une augmentation des inégalités environnementales qui est extrêmement visible. Et malheureusement, le changement climatique n'est pas également réparti, ses conséquences ne sont pas également réparties, et ce qu'on appelle les pertes et dommages sont beaucoup plus fortement ressentis, y compris dans nos sociétés. Donc voilà, c'est un panorama pas très rassurant, important à avoir en tête. À dresser, bien sûr, et à dessiner, puisqu'on va se projeter sur ces notions aussi d'extrême, et on voit bien que ces extrêmes-là risquent de nous atteindre aussi d'une manière ou d'une autre. Jean-Paul van der Linden, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. On comprend aussi qu'il faut s'adapter, on parlera d'adaptation, mais aussi et en même temps atténuer ce qui cause le dérèglement climatique. Les politiques d'atténuation sont indispensables si on veut justement quand même limiter les conséquences, bien sûr. Oui, ce qui a été dit est excessivement important. Effectivement, nous avons énormément de certitudes quant au changement climatique, des moyennes qui augmentent, une variabilité. Je pense que aujourd'hui, on ne saisit pas encore combien les extrêmes que nous vivrons seront plus extrêmes qu'avant. Mais j'aimerais en rajouter une couche pessimiste, c'est qu'on a aussi des choses qui demeurent incertaines et donc on avance aussi un peu à l'aveuglette. En même temps, on sait qu'une série de défis vont devoir être relevés, mais préciser ces défis aujourd'hui est terriblement difficile. Et donc on doit aussi essayer de construire une capacité à affronter un avenir incertain. Et j'aime beaucoup l'image des déserts. Nous autres occidentaux, si on se promène dans un désert de glace ou dans un désert aride, on se perd. On perd nos repères. Parce que les situations extrêmes dont on n'a pas l'habitude sont des situations que l'on doit réinterpréter collectivement, individuellement. Et donc il faut bien garder en tête que nous en savons beaucoup, mais nous n'en savons pas assez pour ne pas prendre des précautions bien au-delà d'une augmentation d'une température moyenne ou d'une augmentation des précipitations. Alors, quelque chose de très important, avant que nous soyons tous ensemble ici, qui a été dit, c'est qu'effectivement, on ne doit pas seulement s'adapter à un climat changeant, à un climat plus variable, un climat plus inconnu, mais on doit aussi s'adapter à des nouvelles formes d'organisation économique qui nous permettent de préserver ce climat. Et ça nous demande de nous adapter, et c'est sans doute tout autant difficile de lire le signal température que de lire le signal qui nous donne une injonction d'essayer de moins voler, moins conduire, moins chauffer. Je pense que... Oui, on va s'intéresser justement à ces prévisions, prévoir, anticiper, s'adapter. Comment oui, Caroline Pulse, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, eh bien en fait, j'ai rejoint une expédition donc avec Corentin Châtel-Perron que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un aventurier, ingénieur et explorateur des innovations low-tech. Alors juste petite parenthèse, les low-tech, c'est un peu l'opposé du bling-bling technologique que l'on connaît. Ce sont des solutions simples qui sont accessibles et durables. Et donc j'ai rejoint Corentin en expédition pour repérer ces pépites dans des pays qui sont déjà confrontés aux limites des ressources naturelles, comme les pénuries d'eau,
les coupures d'électricité, donc il y a de la précarité, des inégalités. En fait, c'est les pays où la contrainte en fait force l'ingéniosité. Et donc on a rencontré des tas d'experts qui travaillent sur des technologies low-tech, mais aussi qui collaborent beaucoup avec des espèces vivantes. Et donc vous êtes inspiré aussi au fil de vos voyages. Concrètement, Caroline, vous êtes inspirée de différents pays. Et alors, est-ce que vous pouvez justement nous immerger dans ce que vous avez mis en place pour essayer d'être un peu plus résilient, parce que c'est quand même l'idée, c'est d'imaginer des logements du futur vivants mais efficaces, repenser les matériaux, avoir un impact écologique et social minimum, réduire la consommation d'eau en milieu aride, et puis toute la question de l'électricité, etc., etc. C'est ça. Alors, pendant cette expédition, on a rencontré des experts, par exemple, qui cultivent de la spiruline fraîche toute l'année en plein centre-ville. En fait, c'est une microalgue ultra nutritive qui pousse normalement dans des pays très chauds et très éloignés. Sauf que là, ils peuvent en cultiver en pleine ville. Et puis, on a rencontré Marion et Nicolas qui, eux, sont amoureux de leurs plantes comestibles qui font pousser uniquement dans de l'eau. Et en fait, ils utilisent 10 fois moins d'eau par rapport à une culture classique en terre. Et donc, ils obtiennent des roquettes savoureuses et piquantes et plein d'autres plantes super bonne, très délicieuse. Et puis on a rencontré Johnny qui lui nous a montré comment fabriquer des machines de fitness utiles pour que nos corps puissent produire de l'énergie, comme par exemple un rameur pour faire sa lessive ou un pédalier pour générer de l'électricité et recharger les téléphones et les ordinateurs. Et donc après toute cette phase d'exploration, donc Corentin et moi, on a conçu et testé un premier habitat écosystème, donc la biosphère du désert. Pourquoi dans le désert? Parce que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pas d'humains. Et en fait, comme on est dans une démarche scientifique, on a voulu tester cet habitat comme si on isolait un élément dans une boîte de pétri pour valider le principe. Et donc, il se trouve que ça a fonctionné. Dans cet habitat de 60 mètres carrés, on a pu produire assez d'eau, d'énergie et de nourriture pour 2 humains. Alors, on avait un stock de nourriture, tout ce qui est légumineuses, céréales et huiles, tout ce qu'on ne peut pas produire sur 60 mètres carrés. Et on en a eu pour 1,60 € par jour et par personne. Donc, ce qui est vraiment abordable. Et en fait, notre plus grand record, ça a été de produire, de récolter 15 kilos de spiruline fraîche en 4 mois. Et au bout de cette expérience dans le désert, il se trouve qu'on a été en meilleure santé qu'au départ. Et on avait vraiment été suivis par tout un panel d'experts, donc santé, nutritionnistes, ergonomes, etc., pour voir si ce mode de vie dans cet habitat écosystème était bon pour notre santé, pour la planète et puis pour tout l'écosystème vivant qui est autour de nous. Oui, parce qu'il s'agit non seulement d'expérimenter, d'imaginer les habitats et les conditions de vie, mais les habitats de demain pour répondre justement à d'autres conditions de vie, mais aussi de se poser la question de est-ce qu'on est en capacité de se nourrir différemment et d'avoir suffisamment d'apports pour vivre, hein, tout simplement. D'où ce suivi dont vous parlez, Caroline, un suivi scientifique extrêmement pointu, hein, pour voir, parce que vous êtes vous-même dans des extrêmes. Magali Reguezazit, on sent que de toute façon, pour faire face à ce qui se profile, c'est quand même questionner nos besoins réels en adéquation avec les limites planétaires. Alors, vous pouvez nous parler aussi de certaines limites dites dures, je crois. Hein. Il y a 2 choses. La première, c'est que le cas des déserts est intéressant pour ça. Les sociétés humaines ont su s'adapter à des conditions extrêmes. Il n'y a aucun milieu dans lequel l'homme n'a pas habité. Maintenant, habiter des déserts, ça a un coût humain, ça a un coût financier, ça a un coût énergétique, ça a un coût social, et vous n'habitez pas un désert de la même façon que vous habitez une ville. Voilà, on s'est adapté au milieu, c'est ce qu'on appelle une coévolution, c'est-à-dire que les sociétés, pendant des siècles, ont développé des réponses, ont changé, se sont organisées différemment. Ça peut être le rôle des hommes et des femmes, ça peut être par exemple le nomadisme, ça peut être des modes d'habitat, des nourritures, par rapport à ce désert. C'est pour ça que les sciences humaines et sociales ont toujours refusé le déterminisme, parce que autant les écosystèmes, les êtres vivants sont adaptés ou inadaptés, autant les sociétés sont capables d'innover, d'inventer. Le problème, c'est que
Les êtres humains restent des êtres vivants, restent des corps, et qu'à un moment, vous avez des limites létales, des seuils létaux. Et donc, par exemple, on sait aujourd'hui que dans certaines zones de la planète, avec le changement climatique, on va atteindre des seuils létaux parce que la chaleur humide fait que votre corps ne respire pas. Vous avez de la transpiration en fait, qui se met sur votre peau. Et donc, même avec des températures pas très élevées, si l'air est saturé d'humidité, vous allez risquer votre vie. Et donc, ce qu'a montré le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il y a 2 limites dures à l'adaptation des sociétés humaines. La première, c'est le niveau de réchauffement, parce que derrière, vous avez trop de dommages et parce que, comme ce qui a été dit, on arrive à des emballements. Et puis l'autre, c'est la limite, c'est celle à laquelle on ne la pense pas, c'est que nous partageons notre habitat commun, la Terre, avec l'ensemble des êtres vivants, et que ces êtres vivants, ils nous servent à vivre. Alors bien sûr, on parle beaucoup des espèces emblématiques, les koalas, les ours polaires, etc., mais derrière, il y a un ensemble en fait de fonctions écosystémiques, ne serait-ce que dans les sols, ce qu'on appelle le microbiote, qui permet en fait de cultiver. Et donc, si demain la biodiversité s'effondre, c'est l'agriculture qui s'effondre. Et si l'agriculture qui s'effondre, eh ben on mange plus. Et donc, ces limites dures, c'est un vrai choc pour les scientifiques, parce que pour la première fois, en fait, pour faire simple, le changement climatique, qu'est-ce que c'est ? En 1 siècle et demi, nous avons réussi à mettre dans l'atmosphère autant de carbone, autant de CO2 qu'il y a 3 millions d'années. En fait, le changement climatique, sur 1 siècle et demi, nous avons réchauffé la planète autant qu'elle se réchauffe en 125 000 ans. Et donc, bien sûr qu'on peut s'adapter à tout. Mais pour s'adapter, il y a des coûts sociaux monstrueux. On parle des hommes qui ont survécu, on ne parle pas de ceux qui sont morts, on ne parle pas de toutes les souffrances qu'il y a derrière. Et puis, deuxièmement, il y a un temps incompressible, y compris pour l'innovation. Et donc, le défi qu'on a aujourd'hui, on peut le voir de manière négative en se disant « Oh là là, on va jamais y arriver ». On peut aussi le voir de façon positive en se disant que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons le choix. Nous avons le choix parce que les solutions sont là. Et les solutions, elles sont très bêtes en réalité. Et c'est là où j'aurais juste une précision par rapport à ce qu'a dit Caroline. Dans beaucoup de cas, les sociétés se sont adaptées par obligation, par contrainte, justement, par nécessité, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas le choix. Et finalement, on va avoir des modes de vie sobres, économes, parce qu'en fait, ça s'appelle la précarité. À l'inverse, on peut aussi avoir des modes de vie sobres, avoir des modes de vie qui soient bien en termes de santé, d'habitat, de joie de vivre, en redéfinissant l'essentiel par rapport à nos besoins, en ajustant nos besoins aux limites planétaires. Je pense qu'à l'école, peut-être, on te dit il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. On doit pas gaspiller. Ce qu'on nous répète quand on est enfant, les grandes personnes, à un moment, elles l'oublient. Elles se rendent pas compte qu'elles ont pas besoin forcément d'avoir 10 paires de baskets ou elles sont pas plus heureuses parce qu'à la rigueur, tu aimes peut-être beaucoup avoir des cadeaux au pied de ton sapin, mais quand tu peux jouer avec papa ou maman avec une boîte en carton ou quoi, t'es aussi super content. Et donc, en fait, derrière, ce qu'on voit, c'est que on est dans un chemin un peu tortueux entre ces limites qui sont celles de la planète et puis tous ces bénéfices et tous ces choix qu'on peut faire. Et d'un point de vue philosophique, c'est perturbant parce qu'on peut choisir notre avenir. On peut décider, en fait. Et on en revient à ce low-tech. Bien sûr que la technologie va nous aider, mais la technologie, elle ne suffit pas. Derrière, ce sont des modes de vie. Et je pense que ce qu'on voit dans les déserts, ce qu'on voit au Groenland, ce qu'on voit dans tous les territoires où vous travaillez, c'est justement des sociétés qui ont fait des choix, qui se sont organisées et qui ne vivent pas forcément plus mal. Encore que, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le décalage de modèles entre des sociétés... Nos sociétés, c'est comme un vélo. Si vous pédalez pas, le vélo, il tombe. Si vous ne consommez pas, si vous ne faites toujours pas plus d'offres pour avoir plus de demandes, l'économie s'effondre. Et donc, toute la question, c'est de retrouver un vélo qui pédale dans les limites de ce que la planète peut nous donner en eau, en sol, en énergie. Alors, on viendra avec Caroline tout à l'heure sur ces questions-là. C'est à la fois ce que nous apporte ces low-tech, mais dans le respect justement aussi des écosystèmes et du vivant, puisqu'elle travaille sur ces questions-là. Jean-Paul van der Linden, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, parce que là, on a parlé avec Magali Reguezazit de cette façon de redéfinir l'essentiel. Et il y a forcément aussi des sociétés que vous observez, sur lesquelles vous travaillez, dont nous devrions peut-être nous inspirer. Oui, c'est effectivement tout à fait passionnant. Avec mon équipe, on a décidé d'aller à la rencontre systématiquement de groupes humains qui expriment le deuil de leur fin. Donc ils considèrent que leur fin est proche et qu'ils doivent se préparer à cette fin. Évidemment, lorsque vous faites le deuil
de votre façon d'être au monde, vous engagez un combat pour la préserver. Je pense qu'on comprend tous ça. Et donc, en utilisant des méthodes ethnographiques, etc., nous allons à la rencontre d'endroits où les écosystèmes sont tellement bouleversés que les gens n'ont pas perdu l'espoir, c'est injuste de dire ça, mais envisagent sérieusement leur finitude en tant que groupe. Et là, c'est absolument fascinant, et ce sont des... Vous pensez auxquels, notamment ? Des résultats. Bien, je pense par exemple aux Inuits du Groenland, qui ont des modalités d'existence très liées à la glace, et la glace s'en va, mais je dois être très prudent là. Je pense aux habitants du delta du Mekong, qui est un delta gigantesque en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, et puis il a des doigts un peu partout, où l'élévation du niveau marin et le blocage des rivières par des grands méga-barrages font qu'ils s'enfoncent dans l'eau. Et donc les gens ne peuvent plus cultiver de sel, ils ne peuvent plus cultiver de crevettes, il y a des bouleversements. Mais ce qui est très important dans ces idées, c'est que je pense que nous tous, nous imaginons des limites infranchissables générées par les bouleversements environnementaux. Et quand on va à la rencontre de ces gens, leur combat est culturel et social. Ce qui les menace, c'est la disparition de leurs valeurs, la disparition de leur capacité de juger de façon autonome de leur avenir. Et donc notre travail a pris un tournant tout à fait incroyable. On pensait documenter des fins du monde comme on en voit au cinéma, mais à petite échelle. Et ce que l'on voit, ce sont des actes de résistance face à une uniformisation du monde. Alors, je peux vous donner, j'ai toutes sortes d'exemples préparés, c'est pas très important, mais par exemple, lorsque nous nous sommes rendus dans une communauté qui s'appelle Itokotormit, donc à l'est du Groenland, 300 habitants, 2 jours d'avion pour aller à la capitale, c'est sérieux, hein, l'isolement, à 3000 km. Donc on est au bout du bout, 300 personnes qui veulent rester là et vivre comme... Et nous pensions que la banquise serait au cœur des conversations, que les saisons. Eh bien non, au cœur des conversations, ce qu'on trouve, c'est la préservation de leurs habitudes de chasse, la préservation de leurs organisations fines, le respect de leurs connaissances propres sur leurs écosystèmes. Ils voient bien des écosystèmes bouleversés, ils voient bien que c'est difficile, mais ce qui les menace, c'est un rouleau compresseur uniformisant la pensée. Et donc pour nous, c'est très saisissant. C'est une autre limite dure de l'adaptation, car quand ces groupes sont fragilisés au point de ne plus être qui ils sont, évidemment, la limite dure, elle vient beaucoup plus tôt. Ils ne sont plus... Voilà. Et donc, on a des exemples colombiens, des exemples vietnamiens, mais il y en a toute une série. Il y a quelques exemples européens où les gens voient leur identité culturelle menacée par des bouleversements que nous pensions être essentiellement environnementaux. Donc les limites dures... Leur façon de s'adapter, en fait, n'est pas forcément celle que vous attendiez. Non, exactement. En fait, ils s'adaptent à des injonctions politiques et sociales qui viennent du monde extérieur et qui les détruisent. Et c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à ça. Si on vous demande du jour au lendemain de parler une langue étrangère pour faire vos travaux administratifs, vous vous rendez bien compte que c'est compliqué. On vous demande de déclarer vos impôts en polonais du jour au lendemain, on s'en sort pas. Et donc, ce sont des questions beaucoup plus pratico-pratiques et culturelles. Et donc, oui, des limites dures à l'adaptation en raison de ces caractéristiques biophysiques qui font que nous sommes des êtres vivants, mais aussi en raison de forces politiques qui dépassent souvent les communautés humaines. Je pense que c'est un morceau important. Oui, le projet, on peut le mentionner, hein, c'est le projet Préfère. Préfère, oui, pour... c'est de l'anglais. En tout cas, nous cherchons des analogues de fin d'humanité à petite échelle. Vous savez qu'on craint tous la fin de l'humanité à grande échelle. Eh bien, il y a beaucoup de petites communautés humaines qui connaissent la fin de leur humanité. Et donc, nous essayons de nous demander, mais comment peut-on penser la fin de l'humanité pour agir, pour sauver l'humanité? Mais plutôt que prendre la grande humanité des Nations Unies, on regarde des petits groupes de 200 personnes et qui nous disent comment leurs valeurs les portent dans un avenir difficile. Comment se fait-il qu'il y a tant de joie? Comment se fait-il qu'il y a tant de capacité à l'optimisme dans des conditions sérieusement dégradées? Très difficile. Qui veut réagir? Magali Reguezazit et ensuite Caroline Pulse? Oui, alors c'est ça aussi, c'est la comparaison, elle est intéressante parce que finalement, la transition, c'est une transition, c'est la fin de notre monde. Et quand on travaille sur la question de la résilience, c'est-à-dire, sans groupe, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change? Moi, j'aime beaucoup ce poème de Baudelaire que vous connaissez peut-être sur le cygne à Paris, et qui parle de la ville, et il dit « La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel ». Et en fait, nos mondes, ils changent en permanence.
sur 2 siècles, nous avons connu des révolutions culturelles, industrielles, technologiques. Moi, je dis toujours à mes étudiants, aux gens devant qui j'interviens, il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone portable. Il y a 20 ans, on fumait dans les salles de classe, on fumait dans les trains. Il y a 20 ans, le mariage pour tous n'existait pas. Enfin, on a connu des révolutions et aujourd'hui, il y a eu des résistances. Il y en a encore. Mais finalement, les choses changent. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'une identité qu'on se raconte, parce que Paris sera toujours Paris. Même si le Paris de 1900 n'est pas celui de 2000, n'est pas celui de 2024, Paris sera toujours Paris. Et quand vous êtes à Paris, vous savez que vous êtes à Paris. Et là, le problème, c'est qu'on arrive à un moment où la bascule se fait rapidement. Parce que ce qui était quelque chose presque de subi ou d'invisible, nous sommes les acteurs, nous sommes les décideurs, nous sommes embarqués dans ce mouvement qui est à la fois, on est sur le bateau, on descend la Seine, et on est aussi sur le pont en train de se voir descendre, et donc tout ça, ça nous questionne. Et ça nous questionne parce que nous sommes aussi dans des temporalités qui, alors là on sort de la biophysique, mais notre rapport à ce qui nous a été légué, et qu'est-ce que par rapport à nos ancêtres, et donc c'est cette question de génération, parce qu'évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, le climat d'aujourd'hui est légué par le passé. Nous sommes en train de construire le climat de demain. Il n'empêche que nous allons léguer aux générations futures. Que nous allons léguer aux générations, et les futures, elles seront déjà là. Elles sont déjà là. Et puis, donc, on a ça, mais il y a aussi ce rapport aux générations futures, il y a ce rapport aux autres. La planète est en train de se raccourcir parce que finalement, ces vagues de chaleur en Inde, c'est plus ailleurs, c'est chez nous. Jusqu'à présent, les pays avec des catastrophes naturelles, c'était loin. Ils étaient pauvres. Et puis là, on voit des scènes, vous avez beaucoup aujourd'hui de journaux qui titrent « Scènes du tiers-monde ». On a retrouvé ce mot de tiers-monde qui était complètement dépassé. Et donc, on est dans cette angoisse, on a l'impression que plus personne n'est épargné, que le temps s'accélère, on nous parle d'urgence, mais de notre côté, on nous dit qu'il faut débattre. Donc, on est comme ça dans un monde et où finalement, nos repères temporels et spatiaux sont en train d'éclater, alors même que ce qui se passe, en fait, c'est une humanité qui devient adulte et qui, pour la première fois, a le choix. Parce que, pour le coup, tout a été évalué avec les bénéfices, en termes de santé, en termes d'égalité, en termes de pouvoir d'achat, et les coûts, parce qu'évidemment, quand on change, c'est jamais neutre, il y a toujours des perdants. Et donc, on voit bien comment, et je pense que ce que fait Caroline est aussi très intéressant, parce qu'on voit comment, à un moment donné, ça bouillonne, ça innove. Est-ce que c'est reproductible ? Peut-être, peut-être pas. On est à la croisée des chemins. Et d'une certaine manière, c'est fascinant du point de vue anthropologique, mais c'est extrêmement angoissant. Oui, on est adulte. On va donner la parole à Caroline Pultz justement pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes quand vous pensez cette autre façon d'habiter le monde, hein, tout simplement, mais en essayant malgré tout, parce que c'est votre souci, hein, de garder une qualité de vie. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, c'est juste considérer comment un habitat, parce que vous avez aussi, au-delà du désert mexicain, hein, vous avez vécu une autre expérience, c'est vivre dans un petit appartement à Boulogne-Billancourt, mais avec toute la technologie low-tech pour avoir un minimum en fait de pression anthropique. Effectivement, donc comme la biosphère du désert a super bien fonctionné, si ça peut fonctionner dans un milieu hostile, ça peut fonctionner partout, y compris en ville. Alors on s'est installé à Boulogne-Billancourt l'année dernière, en région parisienne, parce que d'ici 2050, on sera plus de 70% de la population mondiale à vivre en ville. Et donc, on s'est installé dans un petit appartement de 26 mètres carrés pour rester dans la moyenne de Paris et pour installer cette fameuse biosphère urbaine. Et donc, je vais vous faire une petite visite fictive. En gros, on a une espèce, quand on rentre dans l'appartement, on a une douche qui est assez impressionnante parce qu'en fait, on y cultive des champignons, par exemple. Parce que la douche, c'est l'espace idéal dans un logement pour en cultiver. Et pour vous donner un exemple, au bout d'une semaine, on peut cultiver jusqu'à 1,5 kg de pleurotes bio locales et pour pas cher, en fait, quasiment gratuitement. Tout ça parce qu'on mutualise l'espace. Et puis, dans cette douche, il faut imaginer aussi qu'on économise de l'eau parce qu'en fait, cette douche, elle a été inspirée de la NASA. Et donc,
à la place des pommeaux de douche classiques, on a installé des brumisateurs qui nous fait économiser de l'eau. Donc au lieu d'avoir une douche de 40 à 60 litres d'eau, on arrive à une douche de 5 litres. Et donc qui dit économie en eau dit économie en énergie. Notre chauffe-eau, typiquement, il était d'une capacité de 2 litres seulement. Et donc ce chauffe-eau, il était relié directement à un panneau solaire qui était installé au-dessus de l'immeuble. Juste pour préciser, l'immeuble dans lequel on était installé, c'est un bâtiment des années 70, donc autant vous dire que c'est une vraie passoire thermique. Donc, tout ça pour vous dire que c'est possible de travailler, d'aménager des bâtiments existants. Alors, je vous parle de la douche, mais il y a aussi plein d'autres choses. Par exemple, quand on part dans la salle de bain, on a un espèce de luminaire. L'abat-jour, il est réalisé en matériaux de champignons. En fait, c'est plutôt le mycélium qui est la partie racinaire des champignons. Donc, je m'explique. On prend le mycélium avec de la paille, on met le tout dans un moule et au bout de 10 jours, on obtient un objet qui prend la forme du moule. C'est extraordinaire parce que c'est un matériau qui est capable de remplacer le plastique, qui peut remplacer l'isolation, le packaging et on peut même faire pousser des planches de surf ultra solides. Et puis en fin de vie, on le broie, on le met au compost, au fond du jardin, et en fait, le mycélium régénère la terre. Donc en fait, c'est plein d'astuces, de low-tech qui nous font réfléchir à comment produire autrement autour de nous, au lieu d'extraire de l'énergie fossile, de dépendre des industries à l'autre bout du monde, on peut créer des matériaux totalement biodégradables et locaux. Vous surveillez en permanence, Caroline, on imagine, vous et votre conjoint, votre empreinte carbone, vous savez, ces façons de regarder un petit peu comment on gère nos modes de vie. Vous pouvez nous donner peut-être un peu les résultats ? Tout à fait. Donc, d'ici 2050, d'après les recommandations de l'ONU, il faut qu'on atteigne les 2 tonnes équivalents de CO2 par personne et par an. Aujourd'hui, on est plutôt à environ 10 tonnes. Et donc, notre objectif, c'était vraiment d'atteindre ces 2 tonnes. Donc, on a dû faire une transformation globale sur notre mode de vie, sur nos modes de transport, de consommation. Donc, il y a eu le logement, mais également les biens de consommation, etc. Donc, il y a 5 postes de consommation en plus des dépenses publiques. Les dépenses publiques, on est aujourd'hui à 1,3 tonne, il me semble, sur les 10 tonnes. Et donc, on a travaillé avec Carbone 4. Et on a reçu les résultats récemment et on arrive avec notre mode de vie biosphère urbaine, on arrive à 3,6 tonnes, sachant que les dépenses publiques, c'est notre plus gros poste de consommation, qui est à 1,3 tonnes. Ça voudrait dire que si on continue à diminuer de 5% chaque année nos émissions de CO2 équivalent par personne par an, y compris les dépenses publiques, on arrive à 2050 à environ 360 kilos CO2 équivalent pour les dépenses publiques. Donc ça voudrait dire que nous, notre mode de vie de Boulogne-Billancourt pourrait être compatible et on arriverait à plus ou moins aux 2 tonnes d'objectifs d'emblée. Et en fait, on se rend compte que nous, on a fait notre part au niveau particulier, mais si les dépenses publiques font leur travail et aussi toutes les industries, toute la partie organisation, industrie, commerce, etc., font aussi leur part, ça pourra faire baisser aussi notre impact carbone au niveau de l'alimentation, par exemple, les transports, etc. Et oui, on peut y arriver. C'est un engagement collectif. En tout cas, on voit que vos expériences peuvent inspirer aussi et pousser peut-être à des innovations dont tout le monde pourra s'emparer. S'adapter, ça nécessite forcément une acceptabilité. Et la faisabilité, là on voit, il y a ces expériences menées aussi dans des conditions extrêmes, mais reproductibles finalement dans la vie de chacun. On peut peut-être en parler, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ces changements, ils sont imposés par d'autres. Jean-Paul van der Linden, on peut parler des freins peut-être qui font que l'acceptabilité n'est pas non plus si partagée. Non, effectivement, je suis pas convaincu par le terme acceptabilité, mais on peut en discuter, bien sûr. C'est celui qu'on retrouve le plus fréquemment mobilisé, c'est sûr. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est la suivante, c'est qu'en fait, dans ces communautés qui sont aux marges, elles ne sont évidemment pas responsables des bouleversements environnementaux qu'elles subissent.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la source des bouleversements environnementaux qu'elle subit, c'est aussi la source des bouleversements sociaux et culturels qu'elle subit. Et donc, quand on vient ajouter une couche de « il faut s'adapter », c'est évidemment une injonction inaudible et même illégitime, somme toute. Qui suis-je pour dire il faut s'adapter? Mais ce qui est très intéressant dans des résultats d'un projet précédent, c'est que même eux disent nous nous adaptons, nous sommes capables de nous adapter, mais la phrase renversée vous êtes capable de vous adapter est inacceptable, car en fait on n'a même pas la légitimité de dire cet énoncé. Je veux dire les agents extérieurs qui observent et qui semblent porter une responsabilité du changement climatique, eh bien, il n'y a pas vraiment la légitimité de dire vous êtes fort. Et j'ai eu une anecdote réelle de quelqu'un qui m'est proche, qui est un garçon d'une vingtaine d'années, très musclé, qui s'est fait renverser par un vélo, par une voiture. Il était à vélo. Et la voiture lui a roulé dessus et s'est retrouvé entre les roues, le vélo plié par les roues. Donc il était en bon état. Et le conducteur est sorti et lui a dit « T'es un costaud, toi ». Et puis il est reparti. Et dire à une communauté humaine qui vit des bouleversements graves dont elle n'est pas responsable « tu es résiliente, tu t'adaptes bien », eh bien c'est un peu la même chose. C'est cette idée que ce mot... Violence quand même, c'est ce que vous voulez dire. Il y a une violence, il y a une asymétrie qui rend les choses difficilement acceptables. Donc on arrive à la racine de l'acceptabilité. Alors je pourrais vouloir être provocateur et dire que lorsqu'en même temps on dévoile un plan d'adaptation et on exige le maintien de la construction d'une autoroute, c'est un peu le même genre d'injonction contradictoire. Oui. Certains prendront l'autoroute et d'autres s'adapteront. C'est embarrassant, ça nous donne un peu l'impression qu'il y a un système à deux vitesses où certains réagiront et devront changer leur mode d'existence pour faire face à un bouleversement, et d'autres bénéficieront du bouleversement. Et ça questionne. Par contre, je pense que ce que Magali a dit plus tôt est très important, c'est qu'il y a des co-bénéfices à l'adaptation. Oui. Il n'y a pas que c'est. En fait, on est gagnant quand on s'adapte. Peut-être que je suis désolé. Mais justement, vous dites trois choses extrêmement importantes. La première, effectivement, c'est que dans l'histoire, ce sont les personnes et les territoires qui ont le moins émis historiquement et qui sont aujourd'hui le moins émetteurs. Pour beaucoup d'ailleurs, ils sont déjà largement dans le clou des 2 tonnes, hein, il faut le dire. On est même en dessous des 2 tonnes pour une partie de l'humanité déjà. Vous savez peut-être que 10% de la population mondiale émet, selon les cas, entre 30, 40, ça dépend de la manière de compter. Et une grande partie d'entre nous faisons partie de ces populations les plus riches. Donc, ceux qui n'ont pas émis sont victimes du changement climatique. Ce sont ceux qui ont en plus le moins de moyens pour s'adapter, parce que derrière, pour s'adapter, comme je vous l'ai dit, ça a des coûts, et que ces coûts, ils sont difficilement supportables. Et en plus, lorsqu'il y a des bénéfices, ce n'est pas vers eux que ça va. Parce qu'en réalité, quand on va, par exemple, investir dans de la haute technologie, on va d'abord investir. Celui qui investit, c'est celui qui a émis. Et le pire du pire, c'est que quand vous avez des aides, ces aides, elles vont bénéficier à ceux qui émettent le plus. Alors que quand vous avez des contraintes, les contraintes, elles pèsent de manière disproportionnée sur ceux qui ont émis le moins parce qu'ils sont le moins socialement favorisés. Et donc derrière, vous avez ce sentiment d'injustice. Et si vous regardez, par exemple, les documentaires sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes, ce qu'on ressent, c'est quoi? C'est exactement ce que vous dites. C'est ce sentiment d'injustice et de mépris. Et parce que derrière, il y a 2 choses. Nous rejetons effectivement, je pense qu'il y a très peu de scientifiques qui acceptent ce terme d'acceptabilité, parce que l'acceptabilité, c'est en fait cette résignation. C'est l'idée qu'on vous impose d'en haut, parce que derrière ce sont des jeux de pouvoir, et qu'en gros, il y a adapte-toi, et il n'y a rien de plus résilient qu'un bidonville. Hein. La résilience, c'est pas forcément positif. La résilience, ça peut être plein de choses, et c'est pas forcément désirable. Et surtout, ce qu'on va derrière, c'est que c'est une injonction individuelle. Or, l'individu, c'est pas lui le premier à agir. Pour agir, l'individu, il a d'abord besoin d'avoir accès à des ressources qui lui permettent d'agir. C'est ce qu'on appelle l'accès. Oui. C'est pour ça, aujourd'hui, par exemple, vous avez des débats internationaux très importants sur la question de l'accès à ces moyens d'adaptation, sur les pertes et dommages. Quand vous regardez ce que les États dans le monde sont prêts à mettre pour réduire les pertes et dommages, les transferts de fonds vers les pays qui en ont le plus besoin, c'est scandaleux.
C'est-à-dire que c'est même pas les bénéfices d'une multinationale qui pollue. Enfin, je veux dire, on est sur des échelles invraisemblables. On compte en petits milliards, alors qu'en fait, on est vraiment sur des écarts énormes. Et les solutions, alors, peut-être? Alors, les solutions, elles sont très nombreuses, effectivement. Et ce qui est très important, c'est que les solutions d'adaptation, généralement, elles vont de pair avec les solutions d'atténuation. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est une action sur la demande. Ce que le GIEC a démontré sur la base des écrits scientifiques et des travaux scientifiques, c'est que réduire la demande, c'est-à-dire ajuster notre demande à nos besoins, permet d'être économe en eau, en énergie, en sol, en tout ce que vous voulez. Et que derrière, ça va permettre non seulement de réduire la marche à franchir pour s'adapter, mais ça va aussi générer des co-bénéfices. Je donne un exemple. Prenons l'alimentation. On se bat aujourd'hui sur l'alimentation. Il va falloir à la fois adapter l'agriculture au changement climatique, mais l'agriculture, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est là que se trouvent les solutions. Eh bien, si on mangeait comme le préconise l'OMS, juste comme le préconise l'OMS, pour avoir une bonne santé, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, avec derrière les répercussions sur les familles, avec derrière les répercussions sur les systèmes de solidarité, de sécurité sociale, etc., si on mangeait uniquement comme l'OMS, nous serions déjà dans le cadre d'une alimentation décarbonée. Ça ne veut pas dire zéro viande, par exemple, ça veut dire une viande, moins de viande rouge. Moins de viande rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra toujours en manger, mais manger une viande rouge qui sera un bon morceau. Eh bien, quand vous produisez des bons morceaux, la carcasse, elle est vendue à l'agriculteur non pas pour faire des steaks hachés, qui sont souvent des steaks hachés très gras, dans lesquels on met du soja pour les faire gonfler, dans lesquels on met de l'eau pour les faire gonfler. C'est-à-dire que tout le débat sur le barbecue, en fait, c'est pour manger des steaks hachés gonflés au soja. C'est quand même ridicule. Non, vous mangeriez peut-être 1 à 2 fois par mois. Moins, mais mieux. Un bon morceau. L'agriculteur, l'éleveur, serait mieux rémunéré. Il pourrait faire de l'élevage extensif, ce qui permettrait de préserver les pâturages qui sont des puits de carbone, de préserver l'alimentation, d'avoir un métier qui valorise. Ce que nous avons réussi à faire en France sur le vin, en diminuant la consommation de vin sans pour autant, à l'inverse, augmenter la qualité de ce vin. Alors aujourd'hui, il y a d'autres difficultés qui sont en partie liées au changement climatique et en partie liées aux conditions internationales. Mais on voit comment on peut transformer des filières entières pour recréer des métiers qui ont du sens, avec de la santé, avec du paysage, avec du bien-être. Encore faut-il des politiques publiques tournées vers cet objectif-là. Et là, on arrive à cette question de faites ce que je dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais, aux injonctions contradictoires, et à cette idée aussi que, à un moment donné, ce n'est pas l'écologie qui est punitive. Et d'ailleurs, la transition, c'est pas une transition écologique. Si vous avez bien compris, c'est une révolution agricole, c'est une révolution industrielle, c'est une révolution sociétale, c'est une révolution énergétique. Ce qui est punitif aujourd'hui, c'est que des gens sont en train de mourir alors qu'on pourrait éviter ces morts. C'est ça la réalité. Et donc derrière, c'est un sujet éminemment politique parce qu'il y a des choix. Il y a des choix à faire sur des trajectoires qui ont été évaluées avec des gagnants et des perdants comme pour chaque révolution, avec on va pas aller tous à la même vitesse. Et clairement, dans certaines régions du monde, comme par exemple les régions dont vous parlez, on a d'abord besoin d'accompagnement, de préserver ces modèles desquels on a beaucoup à apprendre. Parce que là aussi, on le sait, par exemple, les peuples autochtones, aujourd'hui, c'est très peu de personnes, mais qui permettent de préserver une biodiversité maximale. C'est grâce à ces peuples autochtones que demain, nous pouvons éviter que la biodiversité ne s'effondre. Donc vous voyez, on a des choix éthiques, politiques, moraux, qui sont d'une certaine façon extraordinaires parce que ce sont des choix. Nous avons le choix, nous sommes dans des démocraties, donc ce sont des enjeux politiques, de débat, avec des convictions, avec des valeurs que nous ne partageons pas tous, mais dans lesquelles nous pouvons justement construire ces espaces de dialogue pour prendre le chemin. Et derrière, vous avez des gens comme Caroline, vous avez beaucoup de choses qui se passent dans plein d'endroits. Plein d'initiatives. Plein d'initiatives qui nous montrent un peu, mais là aussi, ce n'est pas aux individus. Pas plus que ce n'est aux scientifiques, pas plus que ce n'est aux enfants et aux jeunes de porter la charge mentale de la transition. Ce sont des structures, nos actions, elles sont encastrées, enchâssées dans des structures collectives qui les rendent possibles. Alors, je vous propose, à ce stade de la rencontre, de vous donner la parole aux uns et aux autres. Profitez-en si vous avez des questions, des remarques. Oui, je vois monsieur au deuxième rang. Voilà, un micro arrive vers vous. Bonsoir, merci pour toutes les propositions qui ont été faites. Aujourd'hui, je me suis retenu dans un magasin de vêtements et j'ai constaté que les vêtements étaient fabriqués au Bangladesh, en Inde,
et au Cambodge. Des vêtements qui sont saisonniers, qui sont donc destinés à notre période estivale, notre climat. Et je suppose que les gens qui ont fabriqué ces vêtements ne peuvent pas les écouler dans leurs marchés locaux, parce que c'est peut-être c'est un prix trop élevé et ça a un coût très élevé, alors que c'est l'objectif de ces fabricants qui ont délégué la production, c'est pour avoir des vêtements à un prix très bas en France, en Europe. Et est-ce qu'il ne faudrait pas changer de mentalité, c'est-à-dire d'abandonner le capitalisme, d'abandonner le consumérisme pour arrêter de bouleverser le mode de vie de pauvres gens, dont nous sommes des pauvres gens, puisque c'est nous qui enclenchons la destruction de la planète. Voilà. Alors, nos invités vont vous répondre. Je vais vous passer à tous la parole. Qui veut commencer ? Peut-être que sur cette question de la mode, alors en plus maintenant aujourd'hui on a ce qu'on appelle la fast fashion qui est encore un niveau encore plus élevé. Il y a deux choses différentes. Il y a effectivement d'un côté les conditions dans lesquelles ces vêtements sont fabriqués, qui vont à l'encontre de tous les droits sociaux élémentaires. Dans certains pays c'est quasiment de l'esclavage, on utilise des minorités, donc on le sait. Le problème c'est que ce n'est pas si facile que ça pour des individus de pouvoir aujourd'hui s'acheter des vêtements. Alors d'abord, quand vous voulez vous acheter des vêtements, par exemple, sans plastique, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que chaque année, on envoie 3,5 milliards de chemises en polyester dans les océans, juste par le fait qu'on les lave et qu'on les sèche dans nos sèche-linges. C'est monstrueux, je veux dire 3,5 milliards, l'équivalent de 3,5 milliards de chemises. On parle du climat, mais les microplastiques, les nanoplastiques, c'est absolument dramatique. Donc on a d'un côté des modes de production qui sont insoutenables, qui sont extrêmement intenses en carbone, qui sont totalement destructeurs parce que derrière c'est du travail d'enfants, c'est du travail de minorité. Mais de l'autre, vous avez aussi des pays dans lesquels les individus sont incités à consommer en permanence et qui ont, pour certaines catégories de la population, de moins en moins la possibilité d'accéder à des vêtements de qualité. Et donc il y a une réflexion à avoir sur éthique, mais aussi politique et économique. Chercher aujourd'hui des vêtements solides, chercher aujourd'hui des vêtements sans plastique. Même la seconde main, qui était à un moment quelque chose de positif, a été réinvestie pour faire aujourd'hui de la consommation. Donc c'est là aussi qu'on voit à quel moment on a besoin de, collectivement, par les politiques publiques, par la fiscalité, par les outils normatifs, sans pour autant forcément contraindre, mais de réorienter pour avoir des emplois mieux qualifiés, pour pouvoir créer les filières, par exemple. Alors c'est sans fin, hein. Vous allez faire des vêtements en disant j'enlève le plastique, je mets des fibres végétales. Mais pour faire des fibres végétales, vous avez besoin d'arroser, vous avez besoin de terres agricoles. Donc on peut tester la fibre animale. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, pour avoir des fibres animales, eh bien, vous n'avez pas les tondeurs de moutons, vous n'avez plus les technologies. Donc ça veut dire que derrière la transition, c'est de retrouver des métiers. C'est de retrouver, par exemple, comment est-ce que je vais faire pour qu'une famille avec 2 enfants qui sont au SMIC ou au RSA puisse acheter des vêtements de qualité qui vont durer. Je ne connais personne qui aime des vêtements qui, quand vous les mettez à la machine à laver, en 2 minutes, ça se retrouve dégueulasse. Et si on donnait aux gens la possibilité d'avoir des beaux vêtements en revenant sur des métiers différents, mais ça veut dire derrière, par exemple, construire le commerce de proximité, revoir des métiers, revoir des formations. Donc ça veut dire par exemple aller refaire dans les formations professionnelles, dans les lycées, ces métiers de l'habillement, du design, etc. Et donc derrière, c'est toute une transformation qui va se créer dans des politiques publiques. Et là aussi, ça veut dire acheter mieux, mais moins. Acheter mieux, acheter mieux, moins, ça a un certain coût. Et retrouver un autre sens. Peut-être que chez vous, on se transmet de mère en fille. Enfin, moi, je sais que j'ai des filles qui rêvent de me repiquer mes vêtements. Voilà, et on se les transmet. Et moi, j'ai le châle de ma maman qu'on se repasse parce que c'est ça aussi le sens. C'est à un moment de rendre aux objets une finalité différente. Et en fait, on a des idées préconçues sur ce que veulent les Français. Quand vous faites des enquêtes d'opinion, les gens sont majoritairement prêts à changer si on leur en donne les moyens et si c'est perçu comme juste. Et les gens aimeraient acheter, c'est fou, de la qualité à des prix décents sans être dans des modes de consommation qui détruisent l'individu aux 4 coins de la planète. Mais l'individu seul ne décide pas. Il est encastré dans ces structures collectives qui aujourd'hui font défaut.
Caroline Pulse, vous voulez réagir peut-être que sur ces questions-là aussi de ces vêtements produits au bout du monde dans certaines conditions. Alors moi, ça m'a fait penser aussi au désert d'Atacama, où on voit ces monceaux et ces montagnes de vêtements déversés là. Ça devait être de la seconde main qui devait arriver sur un certain marché et finalement, ça n'en est pas. Peut-être que vous avez vu des choses, des retours de terrain que vous voulez partager avec nous? Alors moi j'ai pas été au Bangladesh, mais je sais que Corentin aime bien. Il a passé pas mal d'années là-bas, donc il a vu un peu les coulisses de notre société, et je peux vous dire que c'est pas si joli que ça. Et effectivement, en discutant avec des experts sur les vêtements du futur, parce qu'on s'intéresse à tout le panel de la vie quotidienne, on s'est rendu compte qu'il y avait assez de vêtements en fait sur Terre pour habiller 4 générations, donc sur 100 ans. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être changer ce pan culturel et peut-être valoriser tous ces vêtements vintage ou voilà pour recréer des nouvelles filières, comme vous le disiez tout à l'heure, Magali, refaire des filières de revalorisation, etc. Donc je pense que voilà, il y a assez de matière en fait qui existe déjà, à nous de recréer, de repenser nos manières de produire, de revaloriser surtout, et nos manières de consommer nous en tant que particuliers. Jean-Paul van der Linden. Oui, il y a quelque chose d'amusant parce que un des gros travaux, c'est de se rappeler ce qui compte. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et il y a beaucoup de gens dont c'est le métier, ça a été mon métier il y a très longtemps, de diriger le regard vers des choses qui comptent pas en faisant croire que ça compte. Un nouveau vêtement, une nouvelle voiture, j'en sais rien moi, parce que je vais pas juger les gens en fonction de leur goût. Mais on est soumis à des injonctions permanentes qui entretiennent ce que vous décriviez. C'est-à-dire des circuits de commercialisation absurdes, des rythmes de production où on a 4 générations de vêtements qui traînent déjà sur la planète, alors pourquoi en faire plus? Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est à se réapproprier la capacité de dire mon regard, je le pose là où ça compte pour moi. Et le moi, c'est un moi collectif, c'est pas que moi. C'est moi avec ma famille, moi avec les gens que j'aime, moi avec les gens que je respecte. Et c'est pas facile. En nous posant la question, nous comprenons que votre regard se pose déjà en partie sur les choses qui comptent pour vous, parce que vous êtes interpellé par ce gaspillage. Mais chacun d'entre nous, nous avons des centres d'intérêt qui nous sont imposés, malgré nous. Moi, je fais du vélo, j'ai un vélo chic. J'ai vraiment pas besoin de ça. J'aurais dû détourner mon regard au bon endroit. Ce qui compte, c'est le vélo, pas la couleur ou quoi. Mais chacun, on a nos problèmes. Et donc, effectivement, il y a un système qui s'auto-entretient de l'orientation du regard des gens. Vous l'avez nommé capitaliste, on peut le nommer un peu différemment, consumériste, il y a d'autres noms, mais on peut reprendre ça. Et les communautés humaines avec lesquelles je travaille, c'est le gros travail qu'elles font avec nous. On leur dit, regardez ceci, elles disent, non, nous, ce qui compte, c'est ça. On leur dit, regardez le climat qui change, ils nous disent, non, c'est le narval. On leur dit, attention, votre terre s'érode, ils disent, nous, c'est notre dignité. Et donc, il y a un vrai travail à se réapproprier ce qui compte pour chacun de nous et puis d'en parler, quoi. Et c'est pas facile, c'est pas du tout facile parce que, voilà, c'est un monde où très tôt on obéit aux injonctions. Magali. C'est clair ce que je dis. Si, très clair. Jean-Paul van der Linden, vous êtes très clair et vous nous inspirez beaucoup. Et je sais que par rapport au désert, notamment, vous avez aussi cette poétique, en tout cas, cette façon de regarder ces lieux. Ces déserts, on les regarde comme des extrêmes, là, avec la question de l'adaptation. Et en même temps, on peut les regarder aussi avec tout ce qui nous donne de beau, en fait. C'est aussi renouer avec la beauté pour peut-être revenir à l'essentiel. C'est peut-être ça, Magali Reguezazit. Oui, juste, souvenez-vous, pendant le Covid, on avait des besoins essentiels qui étaient définis par la loi, puis on s'est rendu compte que le livre était essentiel. On s'est rendu compte qu'aller voir sa famille, c'était essentiel. On s'est rendu compte que boire un verre en terrasse, peu importe ce qu'il y avait dans le verre d'ailleurs, c'était essentiel. C'était quand même une surprise. C'était une surprise pour personne. Enfin, je veux dire, un livre, bien sûr qu'un livre, c'est essentiel. Et c'est pour ça que ça fait partie des objectifs de développement humain, l'accès à la culture. Vous voyez ? Donc, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a plus de production humaine que de biomasse naturelle. Je ne sais pas si vous mesurez le fait, quand vous faites des schémas
on a fabriqué plus d'artefacts humains. Il y a plus aujourd'hui, par exemple, d'animaux d'élevage que de biomasse de faune sauvage. Je crois qu'il faut quand même mesurer les écarts de production et donc s'interroger. Mais là encore, quand tous les matins, vous êtes biberonné à la publicité, quand toute la journée on vous incite à acheter, quand vous avez et puis quand vous avez des besoins, et puis quand vous avez un petit enfant qui a envie d'être comme les autres à l'école et qui vous demande le matin, et puis et ben voilà, pour faire pareil, parce que les jouets sont en plastique, parce que là aussi, nous vivons dans des sociétés qui ont été privées. Je pense que tous ceux qui ont eu des grands-parents, qui ont vécu la guerre, savent ce que c'est que la privation, parce que nous sommes aussi dans des sociétés inégalitaires où la précarité de l'existence est une réalité. Avoir faim aujourd'hui en France est une réalité. Et donc on a ce petit discours du statu quo qui est porté par des gens qui n'ont absolument pas intérêt à ce que ça change, qui nous explique en fait que ce qui est à la base de l'émancipation humaine, les Grecs parlaient de tempérance, enfin je veux dire la sobriété des usages, ça existe dans toutes les philosophies. Et c'est la condition d'accès au bien-être. De même que prendre le temps, avoir du temps. L'oisiveté chez les Romains, c'est pas la paresse. L'oisiveté chez les Romains, c'est le sommet du moment où vous vous émancipez, parce que là, vous pouvez devenir un homme, un être humain, et pas juste un animal qui travaille pour ses besoins. Eh bien, toutes ces valeurs-là, qui sont des valeurs qui parcourent nos civilisations occidentales, et là, je parle vraiment des civilisations occidentales, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a eu privation, parce qu'il y a inégalité, etc., on nous explique que finalement, on va revenir à ces états de pauvreté, de privation. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nos modes de vie sont destructeurs de la santé. On meurt aujourd'hui des pollutions, on meurt de l'eau, de l'air, des sols, d'une alimentation. Je ne sais pas si vos enfants savent ce que c'est de manger une tomate qui a le goût de la tomate. Moi, la première fois où ma fille a mangé une tomate qui avait le goût de la tomate, elle n'a pas reconnu la tomate. Et pourtant, on fait partie de ces bobos écolos qui mangent bio quand on peut, etc. Ce sont des choses qu'on ne sait plus. Cueillir un fruit sur un arbre. On amène aujourd'hui les enfants cueillir des fraises, comme on amène les enfants voir des poules, comme avant on les amenait voir des lions. Ça devrait nous faire réfléchir. Une révolution sociétale, hein, totale. Bien sûr. On arrive au terme de la rencontre et je pense qu'on n'a plus trop le temps pour les questions. Mais allez, le mot de la fin pour et Caroline Puls et Jean-Paul van der Linden. Caroline ? Je pense qu'il y a une autre forme de désirabilité à nourrir qui va favoriser le bien-être. C'est cet éveil des sens que l'on peut retrouver dans les habitats écosystèmes comme les biosphères, où on peut passer notre main dans des plantes et avoir les odeurs, qu'on peut avoir des matériaux biosourcés qui feutrent le son, le chant des grillons aussi qui sont élevés dans l'appartement. Et tout ça est un régal parce que c'est un éveil des sens. Et du coup, cet habitat écosystème, il crée des interactions intéressantes qui font que les machines pour ramer et faire sa lessive, ça devient désirable. Cultiver des champignons dans sa douche, ça devient désirable. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on nourrir d'autres formes de désirabilité pour avancer et créer cette image d'un futur désirable vers lequel on veut aller. S'ouvrir sur de nouveaux imaginaires, Jean-Paul van der Linden. Oui, j'avoue que le mot de la fin en l'état est parfait. Merci à tous les trois, merci à vous public, hein, toujours présent, merci à vous. Et à voir, bien sûr, l'exposition Désert au Muséum national d'histoire naturelle jusqu'au 30 novembre 2025. Et puis pour plus d'informations, comme d'habitude, hein, direction le site du muséum où vous pourrez retrouver l'ensemble des rencontres. Et puis n'hésitez pas aussi à vous rendre sur la chaîne YouTube du muséum. Merci encore.